La version actuelle du M23, ce n'est pas la version ancienne. Qu'est-ce qui a changé? Que Kabila avait combattu. Aujourd'hui, eux-mêmes les disent, ils sont dans une version de renaissance. Or, l'autre fois là, c'est pourquoi même Bosco Tanganda était arrêté et transféré à la CPI. C'était un mouvement terroriste différemment d'aujourd'hui. Mais si Kabila et M23 qu'on les condamne, ok, il est condamné à mort. C'est lui qui a réussi le M23 pendant 14 mois ici. Vous faites quoi de lui? C'est lui qui les a réussi 14 mois. Maître Djamba, avant de chiter, dites-nous qu'est-ce que tu sais qu'il y a solo dans le M23. Parce que lui n'a pas commis d'infraction. De l'autre côté, Kabila, le M23, avait arrêté tous les militaires, les têtes passées de Biamou, ils étaient aussi en Ndolo. Tu sais qu'il les a libérés. Dites-nous quelles étaient les conditions permettant à Tshisekedi de libérer des criminels de guerre. Donc arrêtez de nous présenter Kabila comme le diable, c'est lui qui a nourri, qui a fait nourrir le M23. Véhiculé, logé dans des hôtels de luxe que moi et vous, nous ne pouvons pas aller pendant 2 jours d'affilée. Avec notre argent, il est innocent de tout. Mais je cite par ceci. L'acte posé aujourd'hui, la désacralisation de la République est orchestrée par la Cour, la haute cour militaire, sans aucune preuve. C'est une jurisprudence. Écoutez, il y a d'un côté la phase où les juges prononcent. L'application, maintenant, il faut adjoindre plusieurs services. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte où le gouvernement légitime n'a pas de contrôle sur où se trouve justement Joseph Kabila, où se trouvent également les terroristes. Pour qu'il y ait arrestation, il faut qu'on ait la capacité d'avoir la même mise. On ne contrôle pas ces localités, il faut être clair. Et comme on ne les contrôle pas, il faudrait d'abord, comme je vous l'ai dit au départ ici, passer par les préalables. C'est aussi ça le cas avec le FDLR, les préalables. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Après qu'il y ait restauration... condamné, après vous allez restaurer l'État, l'autorité de l'État. Après vous allez chercher à arrêter Kabila. Arrêtez-nous ces pièces de théâtre. J'avais dit un élément ici. Arrêtez-nous ces pièces de théâtre. Les calendriers judiciaires n'étaient pas les calendriers politiques. On ne peut pas ici empêcher au pouvoir judiciaire d'exister. Quelle était alors l'opportunité de poursuite quand on ne sait pas l'arrêter aussitôt la peine prononcée? Le juge a rendu un arrêt qu'il a suffisamment motivé. Vous savez pourquoi parfois on rend les arrêts? Les arrêts ou les jugements sont parfois rendus pour, d'un côté, il y a le caractère correctionnel, de la correction, il faut corriger. Pédagogique. Mais il y a, voilà, exactement. C'est-à-dire, il y a l'effet psychologique aussi sur lequel il faut jouer. Parce qu'on condamne pour empêcher à ce qu'il y ait d'autres qui voudraient s'aspirer de certains éléments. En fait, c'est un moyen de décourager aussi psychologiquement. Mais quand on ne sait pas arrêter tous ces délinquants, maintenant, ça nous inspire. À quoi ça nous inspire? S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en mesure d'arrêter un fugitif parce qu'il a commis un meurtre que vous n'allez plus jamais condamner le meurtre parce que les fugitifs, on n'a pas besoin, on n'a pas la capacité de mettre la main sur lui. Non. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place, au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le Congo est-il debout ou c'est un géant qui s'endort encore? Nous allons essayer de le vérifier au cours de cette émission et proposer des pistes de solutions pour sortir de l'engrenage. Eh bien, il faut que des intelligences s'élèvent, de voix intelligentes s'élèvent pour réfléchir autrement, révolutionner les idées et voir dans quelle mesure nous pouvons retomber sur nos jambes pour cette paix que nous voulons tant. Et la paix doit être construite et non c'est limité au simple vœu. Nous sommes donc, mesdames et messieurs, contents de vous retrouver pour une nouvelle aventure sur votre chaîne. Vous tombez au bon moment. Vous nous suivez, vous êtes sur votre Politicon, la force du détail. Eh bien, avec tout le soin, avec le soin du détail, nous allons pouvoir décortiquer l'actu en République du Congo qui reste dominé par le procès Joseph Kabila, dont le verdict a été rendu hier par la haute cour militaire. Ce n'est plus un secret pour personne. L'ancien chef de l'État Joseph Kabila est condamné à la peine capitale, à la peine de mort, mais cette sentence juridique relance les débats et soulève plus de questions que de réponses. On va tenter de les vérifier avec un Congolais que vous aimez tant, celui que vous pensez est bien éclairé parmi tant d'autres. Nous avons l'immense plaisir de retrouver sur ce plateau mon frère, mon compatriote, l'un des partenaires des Politicon. Marley Vouvou, comment allez-vous? Je vais très bien. C'est une journée exceptionnelle pour moi. Je suis dans la joie, une joie immense de voir que la République vient de faire encore 10 pas en arrière. C'est un motif de joie pour moi. De voir que ce que nous disions hier, aujourd'hui, cela a pris corps. On avait dit à Tshisekedi, la meilleure façon de faire oublier à un peuple ton prédécesseur, c'est de faire mieux que lui.
Mais ce n'est pas à chercher à les descendre devant le public, le peuple, de chercher à jeter l'opprobre de la République sur lui. Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir ne fait-il pas mieux que Kabila? On voit de travaux, des ouvrages sortir des terres, ça et là. Récemment, on a vu les images de l'université officielle de Bujumaï qui nous ont été présentées. Eh bien, ça suscite quand même l'admiration et le respect en même temps. Si c'est là, c'est ça, la présentation qu'a la Talibanie pour présenter le bilan de 7 ans de Tshisekedi, c'est la relève du fils Moukoko ou de Gilles Mouniré intellectuel. C'est très grave qu'on nous parle d'une université à Lubumbashi sans nous démontrer la capacité d'accueil. Parce qu'une université, c'est comme un hôpital, c'est comme une prison. On doit nous dire ça, quelle capacité d'accueil. On nous présente un mur où on a écrit Université de Lubumbashi. L'adresse, la cartographie non publiée. Mais pourquoi vous êtes dans le moindre détail? Il y a un ouvrage, un bel ouvrage qui a été réalisé. Mais ce qui est bien fait, nous devons avoir le courage de le reconnaître. Et c'est une vertu de reconnaître ce qui marche. Nous doutons parce que ce régime nous a habitués à faire évoluer les choses qu'aux réseaux sociaux. Vous allez voir des écoles construites, des routes construites, des hôpitaux, des centres de santé communautaires. Tout cela, ce n'est que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, nulle part ailleurs. Personne ne va vous montrer la cartographie des écoles construites, des universités construites, des routes construites. Personne. On va vous publier dans des réseaux sociaux, ils vont dire, ils vont nous amener dans des débats inutiles et sans bénéfice pour l'État congolais. Et pour me faire rire, un ami me disait que le gouvernement congolais avait réussi à récupérer Bunagana sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils ont même récupéré déjà la ville de Goma. Quand vous voyez un ministre de l'Intérieur être dans la joie parce que son pays n'arrive pas à organiser l'armée et le pays fait recours à la mercenariat, il publie Blackwater. Mais quand vous lisez ne peut-il pas s'en réjouir? Non. Quand vous lisez les conventions des Nations Unies et de l'Union africaine, cela est interdit. Cela est interdit. Donc on Marlez-vous que je sache, la plupart des États font recours au Blackwater, dont l'effectif a sensiblement diminué, passant de 22 000 à l'époque de sa mise en place, aujourd'hui à plus de 5 000. Mais la vérité est que le Blackwater, ils apportent leur soutien. Ils viennent en soutien, ils participent. Mais en retour, les Blackwater avec Eric Prince, ils vont gagner quoi? Qu'on nous dise, il ne s'agit pas de la parcelle de Félix Tshisekedi, il ne s'agit pas de la maison de Jacques Chabani, ni encore moins de Soumina Judith. Mais ils sont réputés pour leur capacité, de logistique, d'apporter leur soutien. Et aussi le coût est sensiblement moins onéreux. Non, le monde aujourd'hui est dans un rendez-vous de donner et de recevoir. Qu'est-ce que le Blackwater qu'est-ce qu'Eric Prince, le patron, va gagner pour envoyer ces hommes sur le front ici au Congo? Qu'est-ce que lui va gagner? La paix n'a pas de prix, Marley. Le temps de reconstruire notre armée, commençons par là pour sauver des vies humaines et récupérer des territoires. Le temps de construire quoi? Nous avons une armée. Cette armée a défait le 23 en 2013. Nous avons une armée déchiquetée aujourd'hui par la même mise politique. Mais vous connaissez le problème dont souffre l'armée congolaise. Laisse-moi avancer. L'infiltration. Non, l'armée. Problème de commandement, mais aussi des motivations. Lorsqu'on arrête les généraux ici, on ne parle pas d'infiltration. On parle de la trahison. Combien d'infiltrés? Si on a arrêté des traites, combien d'infiltrés arrêtés? Combien d'infiltrés? C'est une manière de jeter d'ailleurs l'opprobre sur cette armée qui du reste meilleure, mais mal prise en charge. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème au niveau du commandement. Ce ne sont pas ces militaires. Nous avons de meilleurs agents de renseignement. Nous avons de meilleurs militaires. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Il s'agit d'un leadership. Le leadership a changé au sommet. Et ce leadership n'arrive pas à consolider la puissance au sein de notre armée. Parce que la même armée a interviewé la police ici que nous insultons chaque jour. Cette police contrainte d'infiltrer, de mal préparés. Cette police sous Kabila a intervenu en Centrafrique dans le cadre d'une mission des Nations Unies. Vous pensez-vous que les Nations Unies allaient faire recours à une police mal formée?
Donc, on avait une police formée. L'armée congolaise a défait le M23 plus fort que cette nouvelle version. Donc, quels sont les éléments de comparaison pour vous permettre une telle analyse? Les éléments de comparaison, il faut lire le rapport des Nations Unies après que les FARDC aient défait le M23, pendant que les Nations Unies aidaient l'État congolais à récupérer les armes dans le montagne de Tchanzu. C'est la puissance, l'armement qu'avait le M23 dans le passé. Donc ici, il y a un problème de commandement. Il ne faut pas me parler d'infiltrés. Cette armée est infiltrée à partir de quel moment? Parce que la même armée a défait le M23 2013. N'était-elle pas infiltrée à cette époque-là? Donc s'il y a infiltration... Le Blackwater, eux qui ne combattent pas, ils ne sont pas au combat des premières lignes, il faut le rappeler. Leur appui militaire ou leur apport, comment cela peut-il être coriace, efficient pour permettre aux FARDC de prendre de l'ascendant sur le terrain et poser leur influence et leur marque. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas combattre. Donc leur présence, ils ne combattent jamais. Mais leur présence devient encore plus inutile. Parce que ici, nous avons besoin des gens qui sont capables de nous aider à combattre et à mettre fin. Mais leur logistique, leur appui militaire... mais leur logistique, il faut encore former, il faut encore réadapter notre armée pour atteindre la capacité d'utiliser leur matériel. Donc c'est un problème. L'armée congolaise n'est pas une faible armée. C'est le politique qui donne l'impression... Le politique public. D'abord, les dirigeants politiques donnent l'impression que nous avons une armée faible. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Nous avons une bonne armée avec des bons militaires. Donnons-leur le moyen. Équipons cette armée. Vous allez voir qu'ils sont capables de faire de merveilles. Mais il n'y a pas que ça, mais aussi... Parce que dans un passé récent, notre confiance. Il faut vraiment le mettre en confiance. Mais justement. Parce que lorsqu'on recourt au mercenariat, c'est un signe de que l'on n'a pas confiance à cette armée. Voilà. Même le président a démotivé notre armée à un certain moment. Le président s'est fait former, s'est fait sécuriser par des étrangers. Le président a passé des troupes congolaises en revue, mais en étant sécurisé par de mercenaires. Merci. Savez-vous c'était quoi le message? Je n'ai pas confiance en vous. Merci. Or, c'est trop dangereux, mais aujourd'hui, le même messier nous dit il faut nettoyer l'armée. Mais il faut combien de temps pour nettoyer une armée? Merci beaucoup. Il a fallu combien de temps à Ibrahim Traoré pour nettoyer l'armée burkinabé? Merci beaucoup, Marley Vouvou. On va passer aussi à autre chose pour l'instant. Merci de cette brillante entrée à la matière. Merci beaucoup. On a aussi sur ce plateau la présence de Jagast Djamba. Il est cadre du MLC. C'est pour la première fois que vous allez le découvrir. Et désormais, il fera partie du panel de nos intervenants habituels sur ce plateau. Allez, Jagast Djamba, soyez les bienvenus. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. On parlait tout à l'heure avec Marley Vouvou de Blackwater. Dans le contexte actuel, quel peut être le rapport dans la mesure où nous savons tous que les Blackwater ne combattent pas et ils ne se limitent qu'à apporter leur appui militaire logistique à l'armée loyaliste? Merci. Bonjour, monsieur Gédéon. Vous n'avez pas massacré mon prénom. Vous avez semblé massacrer, mais après, vous êtes corrigé. Ne vous en faites pas. Je suis Merci habitué. beaucoup. Ce n'est pas un prénom qui est dans le commun des mortels. Il est vraiment spécial. C'est tout à fait normal qu'on ne le prononce pas assez facilement. C'est vraiment... On va s'y habituer. Alors, pour la question de Blackwater, d'abord, quand j'ai vu ça, j'ai vu aussi les réactions de plusieurs Congolais, flambés, tollés sur la toile et tout le reste. Mais écoutez, avant tout, je voudrais dire que je ne pense pas que le VPM l'ait fait dans le contexte de parler d'une quelconque intervention militaire. Parce que quand il parle de Blackwater, qu'est-ce qu'il fait? Il met en image Maïndombe. Parce que Blackwater, c'est Maïndombe en fait. Maïyamouindou, l'eau noire, s'il faut le lire ainsi. Alors, il met l'eau Maïndombe. Écoutez, libre à chacun de l'interpréter comme il le voudrait. Comment moi, ici sur ces plateaux, je vais devoir décortiquer ou bien dire ce que le VPM n'a pas dit et l'affirmer avec certitude que ma pensée serait vraie? Je resterai donc dans des supputations ou bien dans des hypothèses. Et puisqu'il s'agit des hypothèses,
S'il y a question, si la est-ce question... qu'en illustrant le lac Mai-Ndombe, le ministre de l'Intérieur, c'était pas une stratégie délibérée pour faire passer des vérités sous cet angle? C'est comme ça que je dis. Chaque communication a un sens propre et un sens figuré. Dans les cas d'espèce, et même si nous allons dans le sens propre ou le sens figuré, je ne vois pas directement la liaison avec une intervention de mercenaires, comme certains le diraient. Je ne le vois pas directement impliqué. Il est très difficile d'affirmer, et c'est que l'auteur, émetteur des propos, n'a pas affirmé. Mais aussi on signale leur présence sur terrain. Oui, bien sûr. Qu'en dites-vous? Bien sûr. Maintenant, s'il faut parler de leur présence sur terrain, nous sommes dans un contexte où il faut à tout prix récupérer les terres occupées par les terroristes. Le chef, le patron de la sécurité de la RDC, c'est Jacques-Ben Chabani. Est-ce que faudrait-il sur un plateau de télévision révéler les stratégies et les techniques d'opération? Non, on ne peut pas le faire. Vous savez, dans une guerre, l'élément le plus intéressant, je vais dire, dans une force de défense, l'élément le plus crucial, c'est les renseignements. Parce que vous avez les opérations, vous avez l'administration, mais vous avez aussi les renseignements. Lorsque vous perdez en renseignement, ça veut dire que vous perdrez en opération et même vous perdrez en administration. Comment ici, une information de cette envergure, comme vous le dites, qu'il y aurait des mercenaires, comment est-ce que vous comprenez leur action sur terrain? Est-ce qu'ici, il faudrait que je dise comment est-ce que seront réalisées, seront réalisées les stratégies d'opération? Je ne peux pas le faire. Tout ce que je sais dire ici sur ces plateaux, c'est que nous sommes en guerre. Et comme nous sommes en guerre, de manière tacite, parce que ça n'a pas été déclaré, mais nous les vivons dans les faits, puisque nous sommes en guerre avec un État agresseur, en compagnie de ses supplétifs, nous prenons tout ce qui est modalité, mécanisme pour récupérer nos terres. Nous le faisons par les voies diplomatiques, nous le faisons par les voies communicationnelles, nous le faisons par les voies des opérations, par les voies de la communication. Tout le front engagé. Tous les pour fronts la cause. engagés. Sur les fronts patriotique aussi. Donc, vous voyez, par exemple, ce que nous faisons sur ce plateau, c'est un front de la communication. Il y en a ceux qui sont dans les rues pour manifester, c'est le front de la patrie, patriotique. Comment est-ce qu'on combine alors tous les différents fronts? Est-ce que y a-t-il une très bonne jonction, l'objectif, mais aussi les stratégies mises en place pour parvenir à cet objectif de paix que nous voulons tant? Depuis que depuis que cette situation tient notre pays, je n'ai pas encore constaté une forme de crise institutionnelle entre soit les côtés diplomatiques, soit les côtés de sécurité et de défense. Tous ces domaines de souveraineté, jusqu'à ce jour, me semblent collaborer parfaitement. Parce que toutes les voies qui sont prises sur le plan de la diplomatie est accompagnées justement par des voies militaires. Et toutes les voies qui sont prises par les voies militaires et sont justement accompagnées aussi par des voies diplomatiques. Il y a mariage, il y a symbiose. Jusque-là, je n'ai pas vu de communiqué, ou bien je vais dire les prises de position qui sont, ou sont un enchevêtrement de position. Je ne l'ai pas vu. Je vois jusque-là encore une cohérence. Et donc, je peux affirmer sur ces plateaux que toutes les voies sont mises en place pour une seule finalité. La finalité, c'est la restauration de l'autorité de l'État, comme les résolutions, par exemple, des Nations Unies, l'ont si bien dit, avec tous les actes complémentaires. Donc, il faut restaurer l'autorité de l'État. Et pour restaurer l'autorité de l'État, ça passe par tous les moyens. Et même parfois, dans les histoires de guerre des mondes entiers, lorsque les voies diplomatiques ne résolvent pas les questions, on bascule, ça arrive, qu'on puisse basculer vers ce qu'on appelle les armes non conventionnelles. Et donc, s'il faut il faut engager les armes non conventionnelles. Nous pouvons le faire, mais dire de quelle manière, les stratégies d'opération. Nous sommes dans un média très suivi et on ne peut pas donner à l'ennemi les pistes de solutions que la République engage pour récupérer ces terres. La défense, c'est un monde avec beaucoup de réalités. Exact. On ne peut pas mettre sur la place publique des stratégies pouvant profiter peut-être à notre ennemi. Je vais vous revenir pour juste commenter ces tout derniers détails sur ce que vous avez dit. Vous parlez de la jonction, de la combinaison des différents fronts pour parvenir à cette quête. Marley vous avez suivi Jagast Djamba qui parle de différents fronts mis en place pour parvenir à la paix. Mais la sortie médiatique récente de l'envoyé spécial au conseiller pour l'Afrique de Donald Trump révulse certains Congolais. D'aucuns pensent qu'à travers cette
sorties médiatiques, l'on a compris de façon un peu plus claire la diplomatie que certains présentent, la diplomatie des gesticulations. Aujourd'hui, il y a crise, il y a impasse dans le front diplomatique tel que mené par Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce que vous qualifiez de la diplomatie agissante. Moi, je qualifie de la diplomatie agonisante, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec la politique publique portée par Félix Tshisekedi, le pays est dans un état comaté, à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Mon frère Djamba dit que le pays s'est engagé sur plusieurs fronts. C'est qu'il y a une vérité. Pour résoudre la crise, mais on peut s'engager sur plusieurs fronts. Mais pour quel résultat? Pour quel objectif? Parlons de la sortie médiatique de Boulos. Boulos a dénudé la diplomatie congolaise. Boulos a déshabillé. Est-ce que dénudé, est-ce le terme qui convient dans les cas d'espèce? Oui. Parce que quand vous analysez Boulos, le discours tenu par Boulos, vous allez vous rendre compte que Boulos a expliqué les choses plus claires que la ministre Thérèse Kaikwaba et Félix Tshisekedi. Imaginez une seule fois. Nous avons accepté, le Rwanda dit, je parle de l'accord de Washington, le Rwanda dit, lui n'attaque pas le Congo, mais il a placé tout au long de ses frontières avec la RDC ces mesures défensives pour se sécuriser contre une éventuelle attaque venant de FDLR Interamwe. De notre côté, sachant que le FDLR n'existe plus au jour d'aujourd'hui, sachant que pendant le périple de l'FDL, il y a eu un massacre de Tingiting où le Rwanda avait profité pour massacrer plusieurs Interamwe et FDLR. Mais nous avons quand même accepté la thèse du Rwanda. Raison pour laquelle, du début à la fin de l'accord de Washington, nulle part on reconnaît le Rwanda comme État agresseur. J'aimerais que Maître nous cite une seule disposition de cet accord où on pointerait le Rwanda comme agresseur du Congo. Donc à partir du moment où Boulos reconnaît que le conflit dans l'Est est un conflit congolais, c'est-à-dire, de façon claire, la responsabilité du Rwanda est dégagée. Ici, Maître Djamba ne peut pas nous évoquer la thèse de l'agression. Parce que c'est lui, celle ou ceux qui nous représentent au niveau international l'ont accepté devant vous et moi. Vous avez applaudi lorsque nous on critiquait. Nous on disait non, c'est impossible, ça fait 3 décennies que le Rwanda viole notre intégrité territoriale. Mais comment on peut nous demander, on peut nous dire, nous faire signer quelque chose qui contredit la vraie réalité? Et le Congo va accepter de localiser, d'identifier. D'abord, il faut localiser. Vous allez localiser, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas la localisation normale des personnes à neutraliser. Il faut d'abord les localiser, les identifier, les neutraliser et le remettre à l'État rwandais. C'est un processus qui pourrait nous prendre combien de temps? Or, selon l'accord, cela devait prendre 90 jours. Ça fait combien de jours? Parce que l'accord disait à partir de la date de la signature de l'accord. Ça fait plusieurs mois, presque 2 mois ou 3 mois déjà, qu'aucun FDLR est identifié ni localisé. J'aimerais que, maître, nous soyons pragmatiques. Pouvez-vous nous dire, expliquer à ceux qui nous suivent, combien de FDLR Interamwe est déjà localisé? Combien neutralisé? Combien identifié? Dans quel territoire? Dans quel village? Dans quelle localité? C'était une erreur diplomatique. C'est une erreur de la part du Congo de donner des béquilles au Rwanda qui, du reste, par le travail fait avant, le Rwanda a été presque dos au mur. Parce que lorsque l'Union européenne condamnait, lorsque les Nations Unies avec le Conseil de sécurité, avec la résolution 2773, qui imposait au Rwanda, qui reconnaissait que le militaire rwandais se retrouvait sur le sol du Congo et imposait au Rwanda de retirer immédiatement sans condition ses troupes. Vous-même, vous êtes allé à Washington pour dire que c'était faux. Qu'est-ce qui reste à faire concrètement? Ce qui reste à faire ici, c'est pourquoi Boulos, c'est ça même la chute de Boulos, il faut un dialogue à l'interne avec tous les acteurs, politiques comme de la société civile.
Et c'est l'unique voie qui nous reste. Alors. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parlerait plus de l'agression dès lors que nous avons accepté. Prenons par exemple une disposition inclue dans l'accord de Washington, où on demande au Congo de respecter la souveraineté du Rwanda. Chose que le Congo, nous n'avons jamais violé. La souveraineté du Rwanda, parmi nos 9 voisins, nous sommes l'unique pays qui respecte la souveraineté de nos voisins. C'est nous qui subissons de multiples violations de notre souveraineté de la part de nos voisins. Mais on nous demande de respecter la souveraineté du Rwanda. Et on demande au Rwanda de faire la même chose. Donc, à Washington, l'État congolais avait accepté d'avoir violé à un certain moment la souveraineté du Rwanda. Et le Rwanda aussi avait violé la souveraineté du Congo. Et on nous demande par l'administration américaine de commencer par respecter la souveraineté de l'un comme de l'autre. Donc c'est une erreur, Maître Djamba. Il faut ici lever de nouvelles options pouvant nous permettre à résoudre la crise. Merci beaucoup, Marley Vouvou. Maître Djamba, vous avez suivi Marley Vouvou. Il est vrai que nous sommes dans un processus complexe, comme d'ailleurs Massad Boulos l'a reconnu dans son intervention. Mais ces changements de dynamique sont dus à quoi, justement? Est-ce nous-mêmes, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui avons donné des arguments à nos adversaires, par exemple au Rwanda et même à la Maison-Blanche, pouvant se permettre aujourd'hui par des déclarations à la porte-pièce? Monsieur Atibou, je suivis mon frère Marley Vouvou. Il a posé des bonnes questions, des bonnes bases, mais seulement, je pense que les questions qu'il a posées ont manqué des préalables. Regardez. D'abord, il dit, est-ce que les Américains reconnaissent le Rwanda comme agresseur? Allons dans cette gymnastique très simple. Vous lisez la résolution, c'est 2773, non? 2773. Nations Unies. Si vous lisez cette résolution, dans les 17 points de la résolution, il y a 2 points, le premier et deuxième. Entre les deux, on vous parle de 3 impératifs. Le deuxième, le retrait du sol rwandais, des sols congolais, des troupes rwandaises, la suppression de l'administration parallèle du M23, la cessation des hostilités. Pour la première fois depuis l'histoire des conflits entre la RDC et le Rwanda, qu'une résolution des Nations Unies reconnaisse le Rwanda comme un mouvement qui agresse la RDC. Parce qu'on cite le Rwanda comme un État qui soutient l'agression. On cite. Ça, c'est des 1. Mais de 2, je vais en venir. En diplomatie, on je vais en venir. va le pesant d'or. Je vais en venir. Quand on parle soutien et agression, ça fait des choses. C'est pas la même chose. Non, s'il vous plaît. L'agression, c'est un terme purement juridique, techniquement juridique, qui relève des instruments de statut des Roms. C'est-à-dire, les statuts des Roms, avec les éléments des crimes, vous y trouverez les crimes d'agression. Ici, je ne suis pas dans la technicité juridique, je suis dans le fait. Parce qu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas d'abord, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas une loi au sens technique du terme. Non, c'est comme, je dirais, un acte d'assemblée, c'est-à-dire une résolution. Et là-dedans, on emploie le terme qui va s'en pesant d'or en diplomatie d'abord. Lorsqu'on parle d'un État qui soutient l'agression et on demande, on impose à cet État la cessation de soutien militaire, l'appui militaire d'une agression, ça veut dire qu'on atteste qu'il y a justement agression de cet État, même par voie intermédiaire si vous le voulez. Mais au moins on atteste qu'il y ait agression. Mais ce n'est pas ça le problème. Est-ce que pour nous, aujourd'hui, nous réjouir de cette résolution? Est-ce qu'avec l'évolution sur terrain, ça ne ressemble pas à un coup de bluff? Comment l'ONU peut, par l'adoption de la résolution 2773, demande rappel au retrait de troupes rwandaises, et en même temps à Washington, à la Maison-Blanche, on reconnaît, s'il vous plaît, c'est moi qui dirige le débat, et en même temps à la Maison-Blanche, on reconnaît qu'il s'agissait d'un conflit intercongolais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ceci n'est pas contradictoire? Non, c'est où j'étais en train d'en venir. Allez-y. Dans la résolution, on reconnaît le soutien, l'agression, le soutien militaire rwandais sur le sol congolais avec des agresseurs. Deuxièmement, dans l'accord de Washington, comme vous avez dit, si vous lisez vers le bas, je n'ai pas exactement le point, ça doit être le point 5 ou 6, on dit clairement que l'accord de Washington
a pour mission de faire progresser la résolution 2773. On dit faire progresser. Ça veut dire dans la progression, ça veut dire faire avancer, mettre en application justement les recommandations de cette résolution. Une résolution en fait c'est quoi? C'est en fait des recommandations en diplomatie. C'est ça le terme technique. Et les recommandations en diplomatie, ce ne sont pas que des phrases. Attention, ce ne sont pas que des phrases. Ça voudrait dire que la mise en œuvre de cette résolution dépend de la sincérité, de bonne foi entre le parti. D'un côté, mais également aussi de l'implication de toute une organisation universelle. Parce que les Nations Unies, c'est une organisation universelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire progresser. Ça, c'est le deuxième élément. Marley, vous dit, maître, est-ce que vous pouvez me citer les interamouins qu'on a identifiés d'un côté et tout le reste? C'est comme ça que j'ai dit que c'est une question fondée, mais qui pêche dans les préalables. Les préalables pour qu'on puisse identifier, comme vous le dites, les interamouins FDLR, mais les FDLR opèrent dans le Nord Kivu, selon justement comment je vais le dire, les affirmations de Paul Kagame, c'est dans le Nord Kivu qu'ils opèrent. Mais le Nord Kivu n'est pas sous le contrôle du gouvernement congolais. Ça veut dire, le préalable voudrait d'abord que le retrait des troupes du Rwanda s'efface, qu'il y ait une cessation des hostilités et qu'il y ait une suppression de toute administration parallèle pour qu'on puisse identifier. Comment vous allez identifier les interamouins dans une terre que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas? Vous voulez dire que les M23 ont conquis tout le Nord Kivu? Non, écoutez. Hein? Quand il parle de la localisation, c'est-à-dire d'abord savoir avec les aptitudes où ils opèrent, dans quelle ville, quelle localité exactement. Parce que tout le Nord Kivu n'est pas tombé entre les mains des rebelles du M23. Ni les Sud. Non, je ne dis pas que tous les Sud ou tous les Nord. Le Nord Kivu a pour chef-lieu Goma. Sud Kivu a pour chef-lieu Bukavu. C'est-à-dire que le centre d'intérêt, c'est entre les mains des terroristes. Peut-être que vous allez me l'apprendre sur ces plateaux. Dans toutes les histoires de guerre, lorsque le chef-lieu d'une province est pris, et que toutes les localités, je vais dire les territoires environnants, parce qu'il n'y a pas que Goma qui est pris par le M23, il y a Sake, il y a tout ce que vous connaissez, Mugunga, Kichanga, voilà. Tous ces environnements-là, où, en guillemets, Kagame estime que le FDLR se trouverait pour agresser le Rwanda, occupé par qui? Par le M23. Dites-moi, si le FDLR attaque réellement le Rwanda, et qui se trouverait au Congo, ça veut dire qu'il se trouverait dans une localité avoisinant les frontières. Or, c'est dans ces frontières-là que le M23 utilise pour accéder, je vais dire, la voie Kigali pour accéder au Congo. Ça veut dire que lorsque les miliciens, les terroristes dans le monde entier occupent des terres et passent par les frontières, ils s'organisent pour organiser ce qu'on appelle la police des frontières. Ça veut dire qu'en ce moment ici, il existe la police des frontières qui s'organise et qui est gérée par le M23. Comment vous allez-vous, sur une terre que vous ne contrôlez même pas la police des frontières, avoir la capacité de localiser, comme vous le dites, les intérêts, mais comme vous le dites, il y a une grande difficulté. Vous avez de bonnes relations avec l'Ouganda, vous pouvez collaborer avec oui, l'Ouganda, les renseignements de l'Ouganda. Si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire sur la géographie de ma tête, les frontières que nous avons avec l'Ouganda, c'est plus du côté Bunagana et Bunia vers le Haut-Congo là-bas. Mahagi. Voilà, par exemple. Mais de ce côté-là, vous n'allez pas me dire que c'est l'Ouganda qui va intervenir pour la RDC. Nous refusons ici, dans ce plateau, comme nous le disions ici, nous refusons que nous dépendions de l'extérieur. C'est ce que nous refusons ici, que nous devons être souverains. Mais comment vous allez encore demander à un État que vous exigez la souveraineté, d'aller demander encore l'appui d'un autre État qui, entre guillemets, selon certains opposants, serait le parrain de Paul Kagame, allié naturel de Paul Kagame? Nous allons lui demander de coopérer pour neutraliser les agents qui, entre guillemets, seraient en train d'attaquer Paul Kagame. Ce n'est pas cohérent. C'est comme ça que je dis, les préalables ne sont pas posés. Les préalables voudraient que le Rwanda fasse sa part. Le Congo également doit faire sa part. Mais dans tous les deux camps, il y a interconnexion. Et il y a interdépendance, si je veux le dire. Et dans cette interdépendance, s'il n'y a pas de bonne foi d'un autre côté, écoutez, l'accord est mis en marche. Et aujourd'hui, je vais dire, avec les ententes sont mises en marche. Le récent développement de la crise sur terrain et même de l'impasse dans les relations ou dans la diplomatie,
que mène la République démocratique du Congo. Quel est votre sentiment qui vous anime en ce moment? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, justement, l'on est en train de passer à côté de l'essentiel où la RDC nous avons été pris pour les dindons de la farce, selon les cas sous examen? Je ne sais pas l'affirmer à ce stade ici. Parce que je suis convaincu que toutes les phases ne sont pas encore épuisées. Le président de la République était aux Nations Unies récemment ici. Et la phase la plus déterminante. Il a dit devant tous ceux qui pouvaient l'entendre. C'était une organisation je vais dire quoi, au sommet, je ne sais pas comment les qualifier, où il y avait les chefs d'État du monde. Il a dit que ce n'était pas suffisant, ce qui avait été déjà pris comme résolution ou avancée diplomatique. Ce n'était pas suffisant. Pourquoi on fait appel au Conseil de sécurité? Parce qu'il y a la phase la plus déterminante de Doha qui manque encore. Pas forcément Doha. Vous savez, lorsque les partenaires avec lesquels vous discutez ne sont pas de bonne foi dès le départ, vous n'aurez pas toujours des résultats escomptés. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai toujours été partant du fait qu'il n'existe pas de diplomatie forte sans une force militaire contraignante. Je l'ai toujours dit. Et moi, c'est ça ma position. Mais pour en avoir, ou bien pour arriver à activer cette mesure qui peut être non conventionnelle, écoutez, il faut vider toutes les phases. Pourquoi on vide toutes les phases? Et ça, c'est comme en lingala, on le dit. Quelqu'un, il peut venir devant toi, habitué Gogo. Mais vous avez une réaction, vous pouvez avoir une réaction disproportionnée. Ça veut dire aux yeux marteau, au bétier. Les gens ne verront pas Gogo Petakio. Ils peuvent justement voir le marteau et au bétier. Ils peuvent te condamner pour dire que c'est disproportionné. Alors que, dans le fond, Gogo est dérangé système nerveux, tu n'avais que ça comme élément de défense et puis au bambier. Mais pour que Batouba soit un mabété, qu'est-ce qu'on fait? Il faut alerter tout le monde. C'est-à-dire quoi? Mettre tout le monde comme témoin pour dire voilà, nous vous avons suffisamment alerté sur les provocations. Ça, c'est une énième provocation. De sorte que lorsque nous allons attaquer, qu'on ne nous taxe pas d'un État barbare ou que le monde entier se ligue contre nous. C'est ce qui s'est passé aussi entre Staline et Hitler. Hitler, dans sa boulimie, a fait des conquêtes et des conquêtes et des conquêtes et des conquêtes. Staline, à son niveau avec l'URSS, a alerté plus d'une fois. Jusqu'à ce que finalement, quand il touche à la Pologne, écoutez, il n'y avait plus d'autre choix que de neutraliser Hitler. Et Hitler a été neutralisé, bien que par après, ça a été fait par un accord. Ça a été aussi le cas avec Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, avec son UNITA, à un moment donné, il a fait le feu, jusqu'à ce que finalement, vous connaissez l'histoire, en 92. On rappelle Savimbi. Savimbi va concourir aux élections, il perd. En 96, il reprend les armes. On le rappelle pour devenir vice-président, Savimbi refuse. Écoutez, il n'était resté qu'une dernière voie, celle de la neutralisation. Et je pense que lorsque les voies diplomatiques dans le monde entier ne produisent pas les résultats escomptés, la dernière carte qui reste, c'est celle de la neutralisation. Et je pense que c'est vers là que nous irons. Merci beaucoup, Maître Djamba, pour cet éclairage. Et je crois que la RDC garde encore des chances. Bien sûr. Et son destin en main, peut-être. Bien sûr, parce que écoutez, vous pouvez, ne rêvons pas. N'importe comment, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être choquer plusieurs. Les Congolais sont unanimes, je ne dirais pas majoritaires, mais unanimes, sur deux questions qui sont fondamentales dans ce pays. Remarquez-le, toute tendance, opposition, majorité, société civile, sont unanimes sur ces deux questions. Premièrement, sur la question de la balkanisation. Aucun Congolais n'accepte la balkanisation, rassurez-vous. Opposant personne. Est-ce un mythe ou un plan bien programmé depuis la nuit des temps? Parce que les politiques se servent parfois de ces termes ou encore de cette alerte pour leurs intérêts. Vous allez dire partisans. Vous allez dire mythe. Je vous concède les termes. Mais moi, je vous amène sur des évidences. Vous savez, en histoire, ceux qui ont étudié l'histoire, ils nous enseignent que parmi les sources de l'histoire, il y a la narration. Je vous parle d'une narration. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je prends pour témoin Didier Moumengi. Didier Moumengi qui a été ministre de l'Information sur la FTL. C'est une autorité importante de ce pays qui connaît quand même l'histoire. Didier Moumengi raconte dans ses mémoires, il dit il avait un grand-père, le nom de son grand-père m'échappe. Il dit son grand-père traversait avec Lumumba le bac pour aller vers Kisangani. Lumumba en fouillant, son grand-père lui pose la question, il dit mais pourquoi tu fuis? Il dit tu sais pourquoi ces gens, même si je reste là, ils vont m'écraser? Parce que j'ai décidé, à l'époque c'est Lumumba qui parle, j'ai décidé de signer avec Kwame Nkrumah un accord sur les États-Unis du Congo et du Ghana. Ces gens ne vont jamais me laisser en paix parce que pour eux, rassembler le Ghana et le Congo, ça ferait une force terrible contre les intérêts des Occidentaux, des impérialistes. Et le Congo en soi, comme disait Frantz Fanon,
et que l'Afrique a cette forme d'un revolver, la gâchette est placée au Zaïre, le Congo représente tous les enjeux. D'où il faut l'éclater. Mais pour l'éclater, il faut utiliser qui? Il faut utiliser les fils du pays pour faire ce qu'on a fait au Soudan. Ce n'est pas que la RDC. Hein. On a fait ça au Soudan. Aujourd'hui, le Soudan est balkanisé. On est en train d'aller progressivement vers l'Algérie. Ce sera le cas avec l'Algérie. Et si on n'y prend pas garde, ça risque de tomber vers le RDC. C'est comme ça que j'alerte. Ou bien je vais dire, je suis en train de parler d'une évidence sur le fait qu'aucun Congolais n'accepte la balkanisation. Le deuxième point, peut-être que je vais dire après. À l'époque où l'État même n'existait pas, la RDC a survécu. Et le plan de balkanisation n'est pas tombé sur nous. Il y a même eu cessation katangaise, même kassaïenne, et nous savons les forces d'intervention qui ont été déployées pour mettre fin à cette histoire. Donc, la thèse de balkanisation, eh bien, ça pose encore débat, mais ici, nous gardons toujours la philosophie des non à la balkanisation. Ce pays restera indivisible, comme on aime bien toujours le dire. Marley, vous changez des chapitres. Si vous aurez à revenir, si vous allez le faire dans votre temps d'antenne, la grande actualité, l'actualité principale de ce jour, c'est la condamnation de Joseph Kabila. Question directe, comment avez-vous accueilli cette peine capitale prononcée par la Haute Cour militaire contre l'ancien chef de l'État qui a été jugé par contumace pour trahison, crime de guerre et complot avec la coalition AFCM 23? Je salue avec la dernière énergie l'intervention de mon frère Djamba, mais simplement, il a aussi dit des contre-vérités. Jamais, alors jamais, la nouvelle version du M23 a attaqué le Congo par le Rwanda. C'est par Bunagana, qui est une cité frontalière avec l'Ouganda. Donc, quel que soit que le Rwanda a réarmé le M23, l'Ouganda devient tacitement agresseur pour avoir permis la circulation d'une armée, la réorganisation des mouvements rebelles, appuyés par une armée étrangère sur son sol, en ouvrant ses frontières aussi pour que le pays soit attaqué. Donc, vous ne pouvez pas condamner le Rwanda sans condamner l'Ouganda. Il n'y a pas que ça. Après leur défaite en 2013, ils se sont réfugiés en Ouganda. Ils se sont réfugiés en Ouganda, à Entebbe. Donc l'Ouganda prend part active dans la déstabilisation de notre pays. Vous avez dit pour identifier, neutraliser les FDLR, Gédéon te dit, on peut aussi utiliser l'Ouganda. Vous dites non, mais nous sommes en mutualisation de forces avec l'armée ougandaise, l'UPDF. Donc, quand vous dites que c'est une question de souveraineté, on ne peut pas faire intervenir une armée étrangère, on parlait de l'Ouganda, donc maître, vous êtes mal informé. Ça fait 3 ans que l'armée ougandaise opère sous le sol congolais, invité par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vu Tshisekedi recevoir les chefs militaires de l'Ouganda pour évaluer l'état des opérations. Mais ce que vous dites ici n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est 1, 2, 2. Quand vous allez à Mahagi, il n'y a que le militaire ougandais. Il n'y a aucun militaire congolais. Même à l'aérodrome de Mahagi. Nous sommes au Congo en Ituri. Aujourd'hui, nous avons dit l'opération, cette mutualisation de forces ne va rien apporter parce que l'Ouganda va simplement travailler afin de chasser les ADF pour mener la frontière, pour les éloigner, les pousser au centre du Congo. Aujourd'hui, quand vous regardez là où les ADF tuent aujourd'hui, ce n'est pas là où les ADF tuaient dans le passé. Donc l'Ouganda a travaillé simplement pour éloigner les dangers. Les UPDF ont renforcé leur zone d'influence. Et ils ont poussé simplement, ils n'ont pas neutralisé les ADF, mais plutôt ils les ont poussés loin de leurs frontières et ils les laissent opérer à l'air libre. Pas plus tard, il y a 3 jours, il y a eu 30 morts. Vous avez suivi l'allocution de Bitou Keïta. Plus de 300 personnes tuées par les ADF. Or, l'opération, la mutualisation de forces était mise en place pour que les ADF soient neutralisés. Merci. Parce que l'Ouganda et nous, ces groupes-là représentaient un danger. Mais aujourd'hui, l'Ouganda n'a pas neutralisé, mais ils ont poussé les ADF dans le centre, en Ituri, dans le Nord Kivu.
Vous avez encore dit c'est une question, on a besoin de la stabilité. La stabilité d'un État passe aussi par la stabilité administrative et institutionnelle. Quand vous regardez nos institutions déjà, ici à l'intérieur, est-ce que nous vivons, nos institutions sont-elles stables? Nous sommes pendant une session parlementaire, essentiellement budgétaire. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais comment vous définissez la stabilité institutionnelle tout d'abord? La stabilité institutionnelle. Il y a instabilité, c'est quand il y a crise récurrente. Mais attends, nous sommes pendant une crise au niveau de l'Assemblée nationale. Non. Au jour de... Comment pouvez-vous appeler une démarche légitime, reconnue aux parlementaires? Attends. Comment vous pouvez appeler ça comme une démarche je ne vais pas... qui vise l'instabilité de leur institution? Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas pénétrer beaucoup cette question, mais je vous dis tout simplement, il y a une crise au niveau de l'Assemblée nationale. Même ceux qui sont restés aujourd'hui pour gérer, il y a une crise entre Chilumba et Mbosso. Donc, la machine est bloquée. Vous allez au Congo central, où il y a 5 pétitions dès la rentrée parlementaire d'hier, le 30 septembre. 2 pétitions contre le président, 2 pétitions contre le vice-président, 1 pétition contre les rapporteurs. L'UDPS parti au pouvoir, voulant placer les rapporteurs parce que les membres comme président, va demander à ses députés de la majorité de se rallier à l'opposition. C'est ça la réalité. Ah, ça, c'est la réelle politique. Donc, mais justement, parce que tous les députés UDPS qui sont censés signer la pétition portée par la majorité, ils ont signé la pétition portée par l'opposition. C'est la réelle politique congolaise. Alors, le président, les rapporteurs décident de convoquer une plénière en violation du règlement intérieur le vendredi, donc le 3, pendant que lui-même, le rapporteur, fait aussi objet d'une pétition. De l'autre côté, le rapporteur saisit le président pour lui dire qu'il est invité de participer à la plénière parce qu'il y a 2 pétitions sollicitant sa déchéance. Le président répond le même jour, soit le 30 septembre, que vous n'avez pas qualité dès lors que vous aussi vous faites objet d'une pétition. Alors ici, il y a une crise. La stabilité d'un État passe aussi par la stabilité de ses institutions. Donc, quand vous suivez ce qui se passe à Kinshasa, le président de l'Assemblée, une pétition, le gouverneur de la ville, une motion, ça veut dire qu'il y a un désordre organisé au niveau national. Allez, affaire alors que, en réalité, si le bureau, parce qu'il n'y a que 3... Il vous reste 1 minute. Parce qu'il n'y a que 3 membres du bureau au niveau du Congo central. Donc, c'est les secrétaires, comme les 3 membres font objet d'une pétition, de plusieurs pétitions, c'est les secrétaires administratifs qui doivent organiser la plénière pour traiter la question liée aux pétitions. Avant le vote. De l'autre côté, les règlements intérieurs diraient lorsque un membre du bureau fait face à 2 pétitions, le reprochant le même fait. Donc, on doit aussi faire recours à la Cour constitutionnelle pour juger la constitutionnalité de ces règlements intérieurs qui laissent un vide. Merci Donc, beaucoup. ici, ce désordre est organisé, par exemple, mais Djamba ne va pas me contredire, lorsque la présidence de la République décide de payer 2 fois un Libanais pour nous fabriquer des permis de conduire, et que le ministre ayant le transport dans ses attributions n'a pas un mot à dire, c'est un problème. On doit d'abord stabiliser notre manière de gérer notre propre pays. Quelles sont les forces qui se bousculent pour que le ministre ayant dans ses attributions le transport ne soit pas à même de rétablir de l'ordre et de montrer sa politique. Je ne veux pas parler des familles ici, mais j'ai dit le président de la République connaît sa famille politique comme biologique et le président est mieux informé que nous tous. Il sait de quel Libanais que je suis en train de parler ici. Madame Kaikwaba Sibila... Donc là, le ministre Jean-Pierre Bemba... Non, Bemba a des difficultés à gérer son secteur. Il paye que le prix. Non, Jean-Pierre Bemba a des difficultés quand nous regardons l'état de l'ONATRA, RVA. Mais sur l'affaire de permis de conduire, il est pour rien. Il n'y est pour rien parce que même le Libanais là manque respect au... lui aussi est victime de la politique des coulisses. Voilà, lui aussi est victime. Alors on demande, tous les Congolais demandent au VPM de décentraliser les centres de délivrance de permis. Imaginez-vous un papa de 60 ans qui a son véhicule, doit quitter Maluku
pour venir chercher son permis ici à Ndolo. S'il ne trouve pas son permis, il doit rentrer, revenir. Le coût qu'il est en train de dépenser, le montant. Alors que le Libanais, on lui demande de décentraliser par le VPM. Le Libanais refuse. Il dit qu'il n'a pas les moyens. Mais monsieur, vous avez réussi tous les moyens. Mais comment pouvez-vous nous dire aujourd'hui que vous n'avez aucun moyen? Donc ici, je demanderai plutôt au procureur général Firmin Fondé de ne pas attendre que ce soit moi, Congolais ou Djamba, pour enquêter. Merci. Le parquet doit enquêter pour voir qui a payé 2 fois ces Libanais. Pourquoi ces Libanais décident de nous vendre le permis à un prix exorbitant, dépassant même nos propres salaires, notre pouvoir d'achat. Passons à autre chose. Donc, sinon, il y a beaucoup de choses à dire. J'avance. Maître Djamba, on le disait tout ici, on a je réponds à ta question. Maître Djamba, ici, Tshisekedi a échoué. Vous avez tantôt essayé de dire ici que le président fait comme Staline, il est en train d'alerter le monde. Non, l'Iran n'a pas attendu. L'Iran a répondu, c'est ça le rapport de force entre les États. La réciprocité. Vous attendez qui? Alors que cette diplomatie tarde à nous proposer des meilleures solutions. Merci. Vous êtes à la fin. Il avait pris plus de 2 minutes. C'était sa deuxième intervention. Donc je chute sur la question sur Kabila. 30 secondes, s'il vous plaît. La condamnation de Kabila. Réparti. La condamnation de Kabila, c'est une honte. Une justice qui fait reculer la nation. Une condamnation à la ligue de jeter l'opprobre à toute la population congolaise. Tu sais qu'il dit, il a dit, Maître Djamba ne l'a pas évoqué, pardon. Que j'attends le plan de la Croix-Rouge internationale pour l'opération d'échange de prisonniers et l'amnistie de plusieurs autres prisonniers de guerre. C'est l'une des mesures de rétablissement de la confiance. Même Massad l'a rappelé. Boulos l'a aussi évoqué. Mais pendant qu'on attend le plan de la Croix-Rouge, ici on condamne notre acteur majeur. À ce moment-là, qui veut la paix, qui veut la stabilité et qui ne le veut pas. C'est Félix Tshisekedi. Vous dites qu'on condamne Kabila parce qu'il est le chef de l'AFC M23. Mais à Doha, vous négociez avec qui? Le même M23. Est-ce que vous donnez encore la chance à ces pourparlers de Doha d'aboutir? Non. Parce que si Kabila est réellement le chef du M23, tout de suite aujourd'hui, on allait tous suivre la réaction du M23. Aucune réaction jusqu'à ce moment-ci. Parce que ni Kabila s'est prononcé officiellement être membre actif du M23, ni le M23 a déjà réclamé Kabila comme membre. Ah, pourquoi alors ils auraient les mêmes objectifs? J'avais aussi le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, que je cite ici dans une conférence de presse organisée tenue à Goma, au cours de laquelle il avait fait et cause pour Joseph Kabila. Il dit voilà, le pouvoir de Kinshasa ne s'engage pas sur la voie de la paix. La raison ou l'argument le plus simple que l'on puisse brandir, c'est la condamnation de Joseph Kabila. Dans une sortie récente, Corneille Nangaa avait pris position pour les sinistrés des inondations de Kinshasa. Tous ces sinistrés sont devenus M23. Dites-moi. Non. Ici, le contexte n'est pas le même. Non, attends. C'est un raccordement frauduleux. Vous parlez de la position. C'est un raccordement frauduleux. Donc, quand à partir du moment où les objectifs convergent, à partir du moment où ils ont le même objectif, et on accuse d'ailleurs Kabila de faire l'apologie du M23. Ne tente pas de m'embrouiller. Vous avez dit ici la position, la sortie. Votre question était sur la sortie médiatique de Corneille, la dernière. Où Corneille Nangaa a parlé du procès contre l'ancien président de la République. C'est ce qui fait que, c'est ce qui pousse la justice congolaise, la haute cour, de dire que Kabila est M23. Ok? Mais le même Corneille Nangaa, je vous dis, il avait pris position pour les sinistrer. Donc ce n'est pas un raccordement frauduleux, c'est ça la réalité. Kabila n'est pas le M23. Il est qui? Kabila est engagé sur la voie de la paix. Attends. Vous êtes juriste. En droit pénal, c'est l'unique droit où le preuve parle à la place des paroles. Donnez-moi 5 preuves majeures
5 d'ailleurs, c'est trop. 2 preuves majeures, démontrées par les avocats de la République et la Cour, que moi, Marley, ou toi, mon frère, vous, Maître Djamba, Tchakast, vous allez rencontrer comme histoire à tes enfants que Kabila a été condamné parce que la Cour avait démontré ça. Merci beaucoup. Maître, vous allez prendre la parole. Ne revenez plus sur tout ce qu'il a dit. Il a pris 17 minutes. Ne revenez plus sur tout ce qu'il a dit. Il peut bien avoir raison. J'ai compté aussi. 17 minutes. 17 Ouais. Vous avez pris la parole à 10h12 et il est à 10h26. Non, c'est non, moi je vais couper le morceau, je vais vous envoyer les timings. J'ai bien mentionné ici. Non, je vais 10h12. Je sais que vous êtes monsieur honnête, mais acceptez aussi que moi je vais couper les morceaux et vous les renvoyer, voir si c'est pas un problème, on le fera bien. Allez, vous allez utiliser aussi à profit votre temps d'antenne. Merci. Et Maître Djamba, nous aimerions un peu savoir, au moment où toute le voix appelle au dialogue, vous avez suivi Massad Boulos, qui est largement revenu là-dessus. Et à l'interne, pendant que nous voulons un dialogue à l'interne aussi, d'abord Doha, puis le dialogue national inclusif, vous condamnez Joseph Kabila. Est-ce que ces procès ou cette condamnation, à ce stade, elle ne nous éloignerait-elle pas du chemin vers la paix, surtout au moment où l'AFC 23 continue à élargir ses zones d'influence dans l'Est? Merci, M. Gédéon Atibou. Je commence par dire d'abord que mon frère Marley, vous est très intelligent, mais son approche est biaisée. Son approche n'est pas correcte. Regardez, là où il pêche. Il ne m'a pas soit bien suivi, ou il ne m'a pas bien compris. Regardez, quand je parle de l'Ouganda, il me parle de l'opération EPDF, Abunia, Ituri et tout le reste. Je vous ai dit, si vous êtes le premier à fustiger l'Ouganda, mais l'accord de paix qui vise à ce qu'on neutralise le FDLR, le Congo doit identifier le FDLR. Comment vous demandez au Congo de faire alliance ou de faire appel à une force que vous estimez être négative? Il y a un problème. Je ne dis pas ici que les accords militaires ne se font pas. Mais ici, nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte purement des renseignements, dans un contexte où il y a un accord entre 2 États, où un autre n'est pas cité. Sinon, alors dans le même contexte, si on fait appel à l'Ouganda, comme il est dit, le Rwanda pourra se faire appel à la Tanzanie, à le Burundi, ça va devenir encore une guerre régionale. Non, je ne voudrais pas qu'on aille dans ce sens. Je dis que si les opérations doivent être faites, il faut qu'il y ait des préalables qui soient respectés. Et dans ces préalables, les préalables soient bien signifiés et bien cités. Je ne nie pas qu'on peut avoir une coopération. Mais dans le contexte ici, la coopération ne serait pas justement une bonne chose. Parce que ça risque de favoriser une guerre régionale. Je vais aller dans le fond. Il a dit quelque chose ici. Regardez. Il dit, vous l'avez vous-même heureusement recadré. Il parle de la crise institutionnelle. Non, mon frère. Il n'y a pas de crise institutionnelle à l'Assemblée nationale. Il vous a dit que c'était une démarche légitime. Je ne dis pas que les objectifs, ou je vais dire, les visions ou les leitmotifs de ces parlementaires sont fondés. Je n'entre pas dans ça. Mais il y a crise institutionnelle lorsque les missions parlementaires peinent de fonctionner. Par exemple, vous avez les parlements qui n'arrivent plus à siéger. Vous avez le parlement qui ne se fait en mesure... Les démarches légitimes, bien sûr, mais teintées de calculs politiques. Écoutez, ça, ce sont des supputations. Aucun élément, aucune personne n'a les thermomètres des calculs politiques des individus. C'est vraiment immatériel, impossible de les dénicher. On restera dans des hypothèses. Restons sur ce qui est évident et vérifiable. Aujourd'hui, les parlements siègent. Les parlements exercent le contrôle parlementaire. Les parlements étaient en session budgétaire. Il n'y a pas de crise institutionnelle à ces niveaux-là. Il parlerait plutôt peut-être des considérations que lui ne voudrait pas voir, je suis d'accord. Mais parler des crises là, ça serait très 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 osé. Voilà encore une chose. Mon frère Marley, vous, sur la question de Kabila. Il a dit plein de choses que je n'ai pas malheureusement notées, je voudrais le rencontrer, mais je n'ai pas tout retenu en tête, mais je vais directement sur la question de Kabila. Il dit non, vous voulez aller, vous êtes en train de négocier, et puis de ce côté-ci, vous condamnez Kabila et tout le reste. Oui. Écoutez, mon frère, même le ministre en charge de la question à l'époque, Samuel Tanda, vous l'avez dit. Il avait dit que le calendrier politique n'est pas à confondre avec le calendrier judiciaire. Supposons que nous allions dans votre logique et que les
les faits politiques devaient taire ou surseoir l'administration normale du pouvoir judiciaire. Vous allez être le premier à condamner ces pouvoirs. Nous avons, vous et moi, nous avons décidé qu'au terme de l'article 149 de la Constitution, que le pouvoir judiciaire soit indépendant du pouvoir exécutif et législatif et que le pouvoir judiciaire soit apolitique. Et toutes les considérations politiques n'engagent pas le pouvoir léger judiciaire. Si vous voulez vous me dire que le pouvoir judiciaire doit étouffer, qu'est-ce que je dis? Les jeux politiques doivent étouffer les pouvoirs judiciaires, ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de déchirer ce que nous avons consenti au niveau de l'article 149 de la Constitution. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'interférence dans les affaires de la justice. Écoutez, la justice... Vous en êtes sûr? La justice, si il y en a, ou peut-être pas au minimum, ce n'est pas quelque chose à encourager. Ce qui est encouragé, c'est ce que nous avons coulé dans la Constitution. Et il serait scandaleux de voir ici sur ces plateaux, Marley, vous tenter d'encourager une violation de la Constitution. Non, on ne peut pas le faire. Mais rentrons sur Kabila. Vous lui avez donné plein d'éléments ici. Il dit, vous lui avez dit, mais comment on va dire qu'on a les mêmes objectifs? Moi, je vais vous citer quelques éléments parce qu'il veut des preuves. D'abord, je lui dis ceci. Puisqu'il m'a dit en droit pénal, il connaît que ça doit... En droit pénal, le principe, il est clair. Là, vous parlez en tant que juriste ou politique? Politique. Ok. En tant que politique, parce que je suis ici comme politique. En droit pénal, l'infraction, qu'est-ce que je dis? La preuve en matière pénale est libre. Est libre. La liberté de la preuve. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en matière civile ici où la preuve elle est légale et hiérarchisée. Non. Ici, même si vous amenez un flash disque avec un élément, on le prend d'abord, on l'analyse. Tous les éléments sont bons pour amener les juges pour convaincre les juges, c'est-à-dire emporter la conviction du juge. Maintenant, je lui amène vers des... On va appeler ça coïncidence ou incidence. Prenez les termes que vous voulez. Regardez. Joseph Kabila, pour qui nous avons beaucoup de respect. Joseph Kabila a combattu les M23 en 2012. Nous sommes en novembre 2012. Joseph Kabila a fait un discours pour nous demander de nous lever contre le M23 parce que le M23 était un mouvement terroriste. C'est ce que Joseph Kabila avait dit en 2012. Les images aujourd'hui ne partent pas. Si hier les paroles sont volées, les écrits restaient, aujourd'hui même les vidéos restent. Comment vous expliquez aujourd'hui que 13 ans après, en 2025, Joseph Kabila nous dise que le mouvement que lui a qualifié de terroriste et nous a demandé, nous, peuple, je précise la date, en novembre 2012, de nous lever contre ces gens, qu'aujourd'hui, ce soit un groupe ayant des aspirations légitimes. Qu'est-ce qui a changé dans les 13 ans? Deuxième élément, comment vous nous expliquez le fait que lorsque seulement... Le M23, il faudra le rappeler, c'est présent comme un mouvement de renaissance. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui est né de Combre, qui est parti sur de nouvelles bases, pas sur l'ancien modèle. Je vais en arriver, mon frère Atibou. Regardez, le M23 est né d'où? Le M23, en fait, n'existe même pas. C'est le CNDP, en fait. Parce que le M23 est né d'un accord signé entre le gouvernement congolais et le CNDP de Laurent Kunda Batouare. Ce sont les anciens sociétaires du CNDP, les dissidents, qui ont repris les atrocités contre le gouvernement au nom de l'accord du 23 mars. C'est comme ça qu'on appelle ça M23, mouvement du 23 mars. Alors, c'était signé entre les deux. Si le M23 combattait Kabila parce que Kabila n'était pas respectueux des accords, on est d'accord sur les termes, comment vous m'expliquez que le même mouvement qui a combattu Kabila parce qu'ils n'étaient pas respectueux des accords qu'ils avaient signés entre les deux, et que c'est les mêmes Kabila que eux accueillent avec faste dans une terre que eux sont en train de diriger pour le moment. Comment vous l'expliquez? Comment vous m'expliquez ces paradoxes? Parce que ce n'était pas signé avec Tshisekedi au moins cet accord. Mais leurs objectifs convergent. Les objectifs sont de renforcer la gouvernance, donner du pain au peuple congolais, mettre fin à la tyrannie. Eh bien, même si le voie que chacun d'eux adopte ne ressemble pas. Vous êtes très intelligent. Leurs objectifs convergent, comme vous le dites, non? Vous êtes très intelligent. Oui, mais les méthodes ne sont pas les mêmes. Attendez. Ils n'utilisent pas les mêmes méthodes. Ils se sont fâchés, ils ont pris les armes parce que Kabila ne respectait pas ce qu'il voulait. Vrai ou faux? Vrai. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes Kabila pour qui ils ont pris les armes. Parce qu'ils ne respectaient pas leur accord. Vous allez me dire aujourd'hui que si aujourd'hui, comme vous dites, ils ont les mêmes objectifs, si aujourd'hui ils arrivaient à renverser la tendance à prendre le pouvoir, comment ils vont s'accorder? Ça ne sera pas les mêmes guerres de 2012? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est un combat institutionnel ou c'est un combat de positionnement? Troisième élément. Je vais dans le même contexte. Mais ils vont s'accorder en répondant aux aspirations les plus profondes du peuple congolais. À l'époque, Tshisekedi n'existait pas. Ils ne se sont pas accordés. Tshisekedi était hors circuit. Ils ne se sont pas accordés.
c'est Tshisekedi quand il arrive qui deviennent accordés. Et quand Tshisekedi sera exempté, ils seront accordés. Non, écoutez, nous parlons de quoi là? Nous parlons de quoi? Écoutez, le M23, aujourd'hui, dont il fait allusion, organise, comme je vous avais dit au départ ici, la police des frontières. Ça veut dire que pour que Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, accède à Goma ou à Bukavu, si vous le voulez, il a été en contact avec le service M23. Il est sécurisé justement par le M23, non? Quelqu'un me dira, écoutez, non, c'est pas un problème, la Constitution, l'article 30 voudrait que chaque individu puisse fixer sa résidence. Ça, c'est la manipulation de l'opinion. Maître Djamba, il n'a pas été sécurisé par la police rwandaise pour l'heure, parce qu'aucune preuve n'a été présentée. Je n'ai pas dit police rwandaise, j'ai dit par le M23. Par le M23, aucune preuve ne nous a été présentée. D'accord, je suis d'accord avec vous si aucune preuve. Maintenant, je voudrais que l'on puisse réfléchir. Qui contrôle le Goma? M23. Qui contrôle Bukavu? M23. Vous y êtes, vous êtes sécurisé par qui? C'est logique, c'est un syllogisme clair. Donc, attendez, vous allez me dire... Et les populations qui sont là sont... Mais c'est où j'étais en train d'en arriver, non? Ils sont sécurisés par qui? C'est où j'étais en train d'en arriver. L'article 30 de la Constitution est clair. Que tout Congolais peut placer sa résidence là où il veut, non? Maintenant, le cas de Kabila, il est différent. Parce que Kabila, en tant qu'ancien président de la République, je pèse mes mots, n'est pas régi par la Constitution d'abord. En tant qu'ancien président. Kabila, en tant qu'ancien président, est régi par une loi spéciale. La loi qui organise les anciens présidents de la République. Et cette loi spéciale ne s'applique qu'à lui, pas aux Congolais, à lui seul. Donc vous n'allez pas mettre les Congolais dans le même lot. Et les Kabila, cette loi qui est spéciale et qui déroge à la loi générale, selon le principe des droits, voudrait que lui, Kabila, affiche ce que la loi appelle une fidélité sans faille aux institutions. C'est l'article 4 ou 5 de la même loi. Il a 4 devoirs. Maintenant, dans le devoir de réserve, qu'est-ce que j'ai devoir de patriotisme? Ces devoirs de patriotisme lui imposent une fidélité sans faille aux institutions. Comment vous expliquer? On parle de fidélité sans faille. Comment elle se démontre? C'est comme ça que je dis, non? Comment vous expliquez qu'on vous impose à vous, M. Atibou, une fidélité sans faille aux institutions, mais vous êtes sécurisé par ceux qui attaquent et agressent les institutions pour lesquelles vous êtes pris en charge? C'est une loyauté, c'est une fidélité? Non. Il y a un problème. Mais ici, on est en matière pénale. Est-ce que les arguments que vous avancez suffisent pour condamner quelqu'un à la peine capitale? D'autant plus que vous avez parlé de la liberté de la preuve. Mais la liberté de la preuve seule ne suffit pas pour parvenir à une condamnation. Il faudra, au-delà de ça, apporter des preuves matérielles. Non, attendez. La preuve matérielle, vous voulez qu'on vous apporte un papier? Non. La preuve matérielle, ce sont les faits posés. Les faits, ce sont dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire les éléments dont je vous fais allusion, ce sont les faits. Je vous parle de la présence de Kabila sécurisée par un mouvement qui agresse les institutions, alors qu'il lui est imposé une fidélité sans faille aux institutions. Vous me parlez d'un élément immatériel. C'est un élément matériel. Et deuxièmement, je vous parle ici de la prise de position de Kabila Joseph et de son entourage, qui vous parlent de mêmes objectifs qui convergent avec ceux de terroristes. Écoutez, en matière pénale, comme je vous ai dit, c'est que la preuve était libre. La liberté de la preuve, je vous ai dit, c'est tous les éléments. Même une parole prononcée est une preuve. Je ne suis pas ici en train de faire une réflexion par analogie. Non, je vous donne les éléments, les faits qui peuvent amener les juges à être convaincus. Tout ce que l'avocat fait devant le juge, c'est d'apporter les éléments, quitte au juge d'être convaincu ou non. Mais au moins, les éléments apportés par les avocats sont les éléments susceptibles d'apporter la conviction du juge. Maintenant qu'il est condamné, quelle suite sur le processus? Voilà pourquoi il est principalement. Mais je n'ai pas fini par donner les preuves. Vous m'avez demandé 5. J'en ai cité que 2. Oui, on évolue. Vous évoluez. Quelle suite alors sur le processus de Doha? L'opportunité de poursuite qui souffre que je n'ajoute pas le 3 parce que vous m'avez interrompu. C'est moi qui dirige. Parce qu'après, il va dire, il n'a cité que 2, j'avais demandé 5. Merci beaucoup. Ok, d'accord. En 2 minutes, rapidement. Mais non, la suite réservée à Kabila. Donc la condamnation de Kabila étant actée, quelle suite sur le processus? Principalement celui de Doha. Et voilà. Non, écoutez, je ne peux pas ici prédire une chose dont je n'ai pas les méandres exacts. Non. Parce que je n'ai pas vu Kabila à Doha, je n'ai pas vu Nanga à Doha, je n'ai pas vu Bissimo à Doha. Ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas maîtres de l'affaire. Je n'ai pas vu aussi Kagame à Doha. Donc comme les gens disent qu'on n'a pas vu Kagame là-bas, on n'a pas vu plutôt Kabila là-bas, non, on n'a pas aussi vu Nanga là-bas, on n'a pas vu Bissimo là-bas, ni Kagame, mais ce sont les patrons de l'affaire. On connaît comment est-ce que les jeux politiques fonctionnent. Okay. Donc je ne peux pas ici prédire ce que je... dans les éléments... En fait, ça ne nous éloigne pas de l'objectif de paix. Non, attendez.
Attendez, pourquoi c'est seulement quand c'est le Congo qu'on veut réfléchir d'une manière pas peu correcte? Écoutez, nous sommes en France. Sarkozy, pendant que je vous parle, Sarkozy est condamné. Sarkozy aujourd'hui est condamné. C'est un problème de cohésion nationale en France. Le cas de la France, attendez, les peines, c'est pas la même chose. Les peines. Le contexte n'est pas le même. Non, non. Vous parlez ici d'un ancien président de la République. Les dénominateurs communs entre nous et la France, c'est qu'il s'agit d'un ancien président de la République. Un ancien président de la République condamné en France. C'est un problème de cohésion nationale. Marine Le Pen est frappée d'inéligibilité pendant 5 ans. C'est un problème encore de cohésion nationale? Non. Je ne voudrais pas que la cohésion nationale ou la paix nationale rime sur les individus. Je voudrais que la cohésion nationale rime sur les objectifs. Je voudrais que la cohésion nationale rime sur les principes. Je voudrais que la cohésion nationale rime sur les valeurs. Merci. Par exemple, quand nous parlons du dialogue ici, mon frère Marley Vouvou et plein d'opposants, ils voudraient, pour la plupart, ils voudraient qu'il y ait dialogue. Je veux bien qu'il y ait dialogue, mais pour quel objectif? Quels sont les éléments que nous allons traiter dans ces prétendus dialogues? Vous ne voulez pas de dialogue? Non, je veux vous voulez que le reste dans le format actuel, avec cette union sacrée, parce que ça profiterait d'une manière ou d'une autre à votre président national qui est présenté comme le prochain dauphin. Ce n'est pas que je ne veux pas le dialogue, mais je ne voudrais pas un dialogue qui nous garde dans la stagnation. Écoutez, les dialogues format Sand City, nous l'avons eu. Format concertation nationale, nous l'avons eu. Gaborone, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme résultat? Pour autant, on ne peut pas cracher sur l'intelligence congolaise actuelle. Pourquoi nous allons revenir? Il y a lieu de rectifier les tirs en nous inspirant des erreurs du passé. Attendez, à Sand City, nous avons réglé le problème de légitimité. À l'époque, merci, personne n'était élu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez au moins un président élu. Mais merci. Pourquoi un accord qui a réglé un plus grand problème ne peut pas régler le problème qui est plus ou moins moindre? Merci. Je voudrais, s'il y a dialogue, donnez-moi 5 secondes, je voudrais, s'il y a dialogue, qu'on parle gouvernance et développement. On ne parle pas positionnement politique. Voilà, on va revenir pour un mot chacun pour chuter. Entre-temps, on prend cette vidéo. Ce qui est fait de province. Oui, il est important parfois d'avoir des projecteurs sur des zones valeureuses, les réalisations grandiloquentes qui sont en train d'être effectuées principalement dans la province de l'Uturi, à Bunia précisément, où la société Mon Gabaon que dirige Joseph Akilimali Eli est en train de faire des merveilles. Eh bien, vous allez vous en rendre compte à travers ces petits reportages. Chef-lieu de l'Ituri, devenu pôle de développement par la volonté du Félix Tshisekedi, président de la République. Cette ville, qui portait jadis une étiquette macabre, connaît un boom infrastructurel sous l'état des sièges, notamment à travers la modernisation des sa voirie et de son aéroport. Des travaux bien exécutés par l'entreprise Mogabao appartenant à un compatriote congolais, Joseph Elia Kilimali, a noté avec satisfaction une délégation du ministère des Finances et des Transports ainsi que le BCECO en mission d'évaluation technique et financière de ces projets à Bunia. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de la visite et du travail abattu par Mon Gabaon. Nous ne pouvons qu'encourager une entreprise congolaise qui a fait ce travail. Et certes, il y a quand même des recommandations par rapport aux travaux qui sont en cours pour que nous puissions avoir de l'espace, que la RVA puisse dégager l'espace et la MONUSCO également, pour que l'entreprise ait de l'espace pour accomplir les travaux repris dans le contrat de l'entreprise Mon Gabaon. La population, témoin de cette transformation, est invitée à jouer sa partition pour protéger ces ouvrages. La recommandation, c'est juste à nous, Congolais, de prendre en charge ces ouvrages. On ne peut que bien utiliser, exploiter ces ouvrages à un bon père de famille. Si on les détruit, on n'en aura pas d'autres qui viendront derrière. Ce que nous avons, exploitons ça très bien, gardons ça très bien, pour que demain, que nous puissions être fiers de ce qui a été fait aujourd'hui. Je n'ai jamais été à Ituri, c'est pas une fois que je suis à Ituri. Ce que j'ai appris de Ituri, ce n'est pas ce que j'ai vu. Je peux qu'encourager ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui veulent visiter Ituri, de venir visiter Ituri. Et ceux qui n'ont pas de parcelles à Ituri, c'est le moment d'en avoir, parce qu'Ituri se transforme. Ituri est en sécurité, la nuit comme le jour, nous sommes en sécurité. Financé par les gouvernements centrales, les travaux de modernisation de la voirie et de l'aéroport de Bunia sont exécutés sous l'œil regardant du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjouni. La bonne gouvernance qui caractérise son régime a permis d'assurer un suivi régulier et efficace de l'exécution de ces projets d'intérêt public en ville de Bunia, où les forces armées ont stabilisé la situation sécuritaire, en l'instar de plusieurs agglomérations de l'Ituri. Voilà, nous ne sommes pas à la radio, nous sommes plutôt à la télé et les images sont parlantes. Ces dignes fils de la République
qui s'ébat comme un bon ouvrier pour désenclaver le coin de cette partie du pays. Eh bien, les habitants expriment leur satisfaction. L'entreprise Mogabao, qu'on a tenté dernièrement de présenter à tort comme une entreprise qui aurait conclu gagner des marchés par deux voies non légales, mais ce n'est pas le cas. Et félicitations à ce que fait le monsieur Akilimali Joseph Eli. Allez, un mot. Il y a des dignes fils congolais qui, à un certain moment, on peut tirer notre chapeau et dire ce qui est bien fait. C'est une vertu de reconnaître ce qui marche. Et vous allez aussi émettre un mot sur la condamnation de Kabila. En quelques minutes, vous allez chuter. S'il fait bien son travail, bravo. Les débats, ce n'était pas autour de la construction, mais plutôt de l'approvisionnement des militaires, de l'armée. C'était ça les débats, ce n'était pas sur le... Mais il a été démontré que les militaires sont bien nourris. Justement, j'ai dit. Et aussi, si nos militaires la passation des marchés n'a connu aucun souci. C'est pourquoi vous allez encore dire que je prie plus de minutes. Vous ne me laissez même pas le temps de parler. Allez-y, concluez. Si les militaires sont bien nourris aujourd'hui, bravo. S'il fait bien son travail aujourd'hui, bravo. Mais à chaque fois que le travail n'est pas bien fait, acceptez aussi, nous puissions crier. Pourquoi laisser? Ça reviendrait à dire qu'il ne fait pas bien son travail? Non, j'ai dit, lorsque le travail n'est pas bien fait, acceptez aussi, nous puissions critiquer. Parce que lorsque c'est bien fait, vous nous amenez les images, vous nous demandez d'applaudir. Nous applaudissons. Mais si ce n'est pas aussi bien fait, c'est ça aussi la démocratie. Acceptez aussi nos critiques. Je voulais répondre, Maître Djamba, sur les accusations portées contre Kabila. Maître Djamba n'a pas voulu accepter ici. En 30 secondes, on est à la fin. Que les preuves sont des éléments essentiels en droit pénal. Comme avocat, comme juriste. Il veut nous amener dans un principe où les preuves sont libres. Mais il ne veut pas dire que dans cette liberté de preuves, les preuves en droit pénal sont des éléments très, très capitaux pour l'organisation d'un procès au pénal. C'est pourquoi à chaque fois qu'on dépose une plainte au pénal, on l'accompagne par des pièces de conviction. Ici, il n'y a pas eu pièce de conviction. Ça, c'est un. Vous dites parce que Kabila s'est fait sécuriser parce que Kabila était à Goma. Tant mieux. Mais Kinshasa avait chassé Kabila devant vous et moi. Kinshasa avait chassé Kabila. Kabila annonçant son retour. Il n'avait pas d'abord annoncé son retour par la partie orientale. Souvenez-vous, pendant les deuils du président, de l'ancien président namibien, le président Kabila avait dit, je vais rentrer au pays pour porter ma pierre à l'édifice pour la stabilisation du pays. Automatiquement, il y a eu des accusations Kabila rebelle, des événements, Kabila rebelle, Kabila ceci. Aujourd'hui, je vais te dire, la version actuelle du M23, ce n'est pas la version ancienne. Qu'est-ce qui a changé? Kabila avait combattu. Aujourd'hui, eux-mêmes les disent, ils sont dans une version de renaissance. Or, l'autre fois là, c'est pourquoi même Bosco Tanganda était arrêté et transféré à la CPI. C'était un mouvement terroriste différemment d'aujourd'hui. Mais si Kabila et M23 qu'on les condamne, ok, il est condamné à mort. C'est lui qui a réussi le M23 pendant 14 mois ici. Vous faites quoi de lui? C'est lui qui les a réussi 14 mois. Maître Djamba, avant de chiter, dites-nous qu'est-ce que tu sais qu'il y a solo dans le M23. Parce que lui n'a pas commis d'infraction. De l'autre côté, Kabila, le M23, avait arrêté tous les militaires, les têtes passées de Biamou, ils étaient aussi en Ndolo. Tu sais qu'il les a libérés. Dites-nous quelles étaient les conditions permettant à Tshisekedi de libérer des criminels de guerre. Donc arrêtez de nous présenter Kabila comme le diable, c'est lui qui a nourri, qui a fait nourrir le M23. Véhiculé, logé dans des hôtels d'élite que moi et vous, nous ne pouvons pas aller pendant 2 jours d'affilée. Avec notre argent, il est innocent de tout. Mais je cite par ceci. L'acte posé aujourd'hui, la désacralisation de la République est orchestrée par la Cour, la haute cour militaire, sans aucune preuve. C'est une jurisprudence. Qui pourrait s'appliquer un jour ou l'autre. Aux juristes, on a dit que la jurisprudence. Arrêtez de mentir à Tshisekedi. C'est une jurisprudence. Mais non seulement jurisprudence, vous venez, Tshisekedi vient de perdre même le 2% de crédibilité qui lui restait. Allez.
Merci. Donc, le procès de Doha, de Washington, va automatiquement s'arrêter. mais ça s'arrête. C'est automatique. Parce que si Kabila est réellement le chef du M23, comme vous l'évoquez ici, comme la Cour l'a évoqué aussi, et qu'il est condamné, donc Kabila n'a plus rien à perdre. Il dit, je suis déjà condamné à mort, je suis un homme mort. Mais vous faites plusieurs procès. Merci. Il faut arrêter. Merci beaucoup. La Cour demande l'arrestation immédiate de Kabila. Mais où en sommes-nous avec l'arrestation immédiate de Corneille Nangaa? C'était ma prochaine question. C'est une pièce de théâtre. Arrêtez les distraire. La condamnation prononcée, il reste maintenant la mise de son application. Comment aujourd'hui, dans le contexte actuel, on ferait pour mettre la main sur Kabila? Sur Kabila ou sur Nangaa, parce qu'il parlait de... Non, sur Kabila. Nangaa aussi. Alors, il y a avec arrestation immédiate. Puisqu'il y a déjà les cas Nangaa qui n'a pas encore donné de suite jusque-là depuis leur condamnation. Déjà, je précise que mon frère, vous ne voulez pas admettre qu'il y ait démonstration de preuves et que le juge est le mieux placé et le seul à accepter une preuve ou non. Ce n'est pas vous qui doit juger de la crédibilité d'une preuve. Je vous ai dit que si la liberté de la preuve voudrait qu'on puisse démontrer par des faits, des actes, la corrélation entre l'acte posé et l'infraction consommée. C'est ça, ce qui a été fait devant la Cour. Si vous l'acceptez, tant mieux. Si vous ne l'acceptez pas, n'est pas vous la personne habilitée pour accepter une preuve. Je voulais donner 5, mais vous m'avez interrompu parce que je me suis limité à 2. Il n'y a pas de preuve. Il y en a. Est-ce que vous me permettez d'aller ajouter les 3? L'application de la condamnation. Voilà, donc ce n'est pas permis. Alors, écoutez, il y a d'un côté la phase où les juges prononcent. L'application, maintenant, il faut adjoindre plusieurs services. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte où le gouvernement légitime n'a pas de contrôle sur où se trouve justement Joseph Kabila, où se trouvent également les terroristes. Pour qu'il y ait arrestation, il faut qu'on ait la capacité d'avoir la même mise. On ne contrôle pas ces localités, il faut être clair. Et comme on ne les contrôle pas, il faudrait d'abord, comme je vous l'ai dit au départ ici, passer par les préalables. C'est aussi ça le cas avec le FDLR, les préalables. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Après qu'il y ait restauration... condamné, après vous allez restaurer l'État, l'autorité de l'État. Après vous allez chercher à arrêter Kabila. Arrêtez-nous ces pièces de théâtre. J'avais dit un élément ici. Arrêtez-nous ces pièces de théâtre. Les calendriers judiciaires n'étaient pas les calendriers politiques. On ne peut pas ici empêcher au pouvoir judiciaire d'exister. Quelle était alors l'opportunité de poursuite quand on ne sait pas l'arrêter aussitôt la peine prononcée? Le juge a rendu un arrêt qu'il a suffisamment motivé. Vous savez pourquoi parfois on rend les arrêts? Les arrêts ou les jugements sont parfois rendus pour, d'un côté, il y a le caractère correctionnel de la correction, il faut corriger. Pédagogique. Mais il y a, voilà, exactement. C'est-à-dire, il y a l'effet psychologique aussi sur lesquels il faut jouer. Parce qu'on condamne pour empêcher à ce qu'il y ait d'autres qui voudraient s'aspirer de certains éléments. En fait, c'est un moyen de décourager aussi psychologiquement. Mais quand on ne sait pas arrêter tous ces délinquants, ça nous inspire. À quoi ça nous inspire? S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en mesure d'arrêter un fugitif parce qu'il a commis un meurtre que vous n'allez plus jamais condamner le meurtre parce que les fugitifs, on n'a pas la capacité de mettre la main sur lui. Non, ce n'est pas comme ça. Vous allez condamner le meurtre pour que ceux qui ne sont pas fugitifs ne puissent passer comment il va indemniser? Une facilité où, même si je peux tuer, on ne me fait rien. Comment faire pour que Kabila indemnise? Au-delà d'être la correction, comment faire pour que Kabila répare? Je finis. Comment il va réparer? C'est moi qui ne peut pas les localiser. Laissez-moi terminer. C'est moi qui pose des questions. S'il ne savent pas les localiser, comment il va réparer? 3 secondes. Je termine sur le fait que nous sommes dans un pays, il parlait des jurisprudences ici, je suis fier. Parce que la jurisprudence s'applique avec tous les éléments qui accompagnent le jugement. Si un jour un président de la République devenait un jour ancien président et qui s'est retrouvé dans le même contexte que Kabila en train d'appuyer un mouvement terroriste, il subira les mêmes sorts. C'est clair. Donc il n'y a pas ici à faire à cajoler un individu. Non. Si un président se retrouve en conseil de Kabila, il connaîtra le sort. Il parle de 14 mois, s'il vous plaît. Il parle de 14 mois. Il parle de 14 mois. Vous parlez de 14 mois. On est arrivé à la fin. Il parle de 14 mois. Mais acceptez pas. Acceptez pas.